Quand nos armées cognent au front là, il faut que nous aussi, les adversaires, nous les poursuivent partout où ils sont. Parce que, comme le dit notre président, on a atteint le point de non-retour. On ne retournera pas. Celui qui veut travailler avec nous, il faut être un ami du Mali. On ne veut plus être un vassal de quelqu'un. Vous venez, on discute, on vous donne ce que vous voulez. Mais si on a des minerais, qu'est-ce que ça vous coûte de venir discuter avec nous? Vous le faites au Moyen-Orient, pourquoi chez nous, vous ne le faites pas? Vous venez chaque fois, vous nous mettez un sac sur la tête, et puis on est dans l'obscurité même le jour. Ça, c'est fini. Au Niger, la tonne de l'uranium, ça fait près de 130 000 et quelques. On donne seulement 30 000 au Niger, et chaque fois qu'un président dit il faut ajouter un peu aux 30 000 là, on profite soit de la sécheresse, soit de la politique qu'on le renverse. Et celui qui vient là, on dit il ne faut pas parler d'augmenter le prix de l'uranium, sinon on va tout faire partir. Mais ça suffit. Bonjour cher ami. Aujourd'hui, plongeons-nous dans une déclaration retentissante du Premier ministre malien Choguel Maïga, une personnalité centrale de la scène politique malienne, qui a prononcé des mots forts qui ont suscité débat, controverses et réflexions. Une déclaration percutante de Choguel Maïga, celui qui ne veut travailler avec nous doit être ami du Mali. Suivez bien la vidéo jusqu'à la fin pour ne rien rater pour des précieuses informations partagées à ce sujet. Mais avant de continuer, aimez dès maintenant la vidéo en cliquant sur le bouton j'aime, cela montre à YouTube que cela vous apporte une information utile et sera proposée à d'autres personnes. N'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous. On a atteint le point de non-retour. On ne retournera pas. Celui qui veut travailler avec nous, il faut être un ami du Mali. On ne veut plus être un vassal de quelqu'un. Mais il y a plus grave. Hier, vendredi le 24, ils ont organisé une réunion à l'Assemblée nationale française. Vous savez ce qu'ils disent aux gens? Que ce qu'il y a au Mali, au Burkina et au Niger, ça ne va pas durer. Parce qu'ils sont en train de travailler. Ils vont les déstabiliser. La lutte contre le terrorisme, ça c'est ce qui est affiché. Mais en dessous, ils aident les terroristes. Ce sont eux qui les équipent et les arment. Notre ministre des Affaires étrangères a voulu donner les preuves à l'ONU des pays qui ont vocation à maintenir la sécurité internationale et la paix dans le monde. Si un d'entre eux se trouve partisan des terroristes et des vendeurs de drogue, un pays africain veut le prouver. On lui dit non, il faut donner tes preuves dans la presse. Mais nous ne sommes pas là pour faire des communications, des conférences de presse seulement. Nous sommes là pour donner les preuves. Si jamais on avait laissé notre ministre des Affaires étrangères exposer ces preuves, toute l'Afrique allait se révolter le même jour. Mais les militaires ont dit aux politiciens là, attention, hein, c'est vous qui nous avez mis en mission, donc débrouillez-vous pour que ça ne sorte pas. Donc ce n'est pas sorti. On a continué. Lutte contre le terrorisme. Je vous assure qu'au Mali, au Burkina, au Niger, si les militaires au pouvoir avaient décidé de continuer comme par le passé, ils allaient faire le temps qu'ils veulent au pouvoir. Personne ne dira rien. D'ailleurs, il y a des exemples. Pourquoi il y a cette histoire de deux poids, deux mesures? Dans un pays, on fait conférence de défense à Paris. Dans un autre pays, Paris suit avec attention ce qui se passe dans ce pays. Mais ça, c'est quoi ça? Mais nous, on est capable de lire tout ce qui se fait dans nos pays. Et vous aurez écouté il y a quelques semaines un rapport du gouvernement français, des autorités françaises, pour déterminer une nouvelle coopération avec l'Afrique. C'est tellement bien quand ils les écoutent, les défauts. Mais ça, c'est la même chose, c'est les discours. Est-ce que vous savez qu'en dessous, ils sont en train de chercher à déstabiliser nos pays? Tout le monde a vu dans les antennes récemment un officier des services de contre-espionnage français qui dit que c'est bien maintenant qu'ils ont quitté le Niger, ils peuvent faire des actions de déstabilisation clandestine. C'est lui qui le dit. Ils vont les pousser à s'entretuer. Ça, c'est hier seulement vendredi. Et vous savez qu'ils ont fait? Ils ont réuni ce qu'ils appellent la communauté étrangère pour écouter des officiels français. Mais ils ont sélectionné les gens qui sont réceptifs à leur message. C'est les mêmes, on voit beaucoup dans les réseaux, qui disent qu'ils soutiennent la transition. Ils ont été là-bas. Et voici ce qu'ils leur ont dit.
Nous allons les déstabiliser, nous attendons. D'ailleurs, on a des gens qui travaillent déjà sur le terrain. Ça, c'est hier vendredi. Est-ce que ça, c'est pas différent du discours élogieux que les sénateurs nous ont lu? Bon, c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Je vous dis tout ça, mesdames et messieurs, parce que la refondation de nos relations avec la France devient une ardente nécessité historique. Aussi longtemps qu'ils vont penser qu'ils vont déstabiliser, tuer les personnes, vassaliser les États, des Africains vont se révolter. La refondation est irréversible. C'est un processus que personne ne peut arrêter. Aucun Malien d'ailleurs, aucun Nigérien, aucun Burkinabé ne s'en est pris aux intérêts français. Les pays qui disent que ce sont des pays amis, mais là-bas on brûle les stations, on brûle tout ce qui appartient à la France. Mais ici, aucun. Parce que nous sommes des peuples pacifiques. Nous voulons la paix avec tout le monde. Même ces Maliens qu'ils ont invités. Pourquoi officiellement ces Maliens soutiennent tous la transition? C'est la volonté du peuple malien. Donc, mesdames et messieurs, j'ai fait ce long développement pour conscientiser les uns et les autres. Nous avons une population aujourd'hui de près de 80 millions avec notre diaspora. Une population de 80 millions, c'est une force de frappe. Les grandes puissances européennes, elles ont entre 50 et 80 millions. Nous avons une superficie de près de 2 800 000 km², avec des richesses immenses. Il faut une bonne gouvernance. Il faut une conscientisation, qu'aucune partie de nos populations ne se sente exclue de ce processus. Du nord, du sud, du centre. Il convient de rappeler, mesdames et messieurs, que c'est pour toutes ces raisons que le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont décidé d'unir leurs efforts afin de faire face à l'ensemble des défis auxquels ils font face, principalement les défis sécuritaires. Convaincus que seule une action commune est à mesure de relever les innombrables défis et convoitises auxquels ils font face, nos pays sous le leadership patriotique et éclairé de nos présidents ont décidé d'impulser une nouvelle dynamique de la coopération stratégique à travers la création de l'Alliance des États du Sahel, comme je l'ai rappelé déjà le 16 septembre 2023, et la signature de la charte du Liptako. La création de l'AES est donc guidée par l'esprit de fraternité, de solidarité agissante et d'amitié, le plein exercice de notre souveraineté nationale et internationale, la défense de l'unité et de l'intégrité de nos territoires respectifs et la lutte contre les menaces multiformes. C'est donc la première fois en Afrique qu'il y a un mécanisme de défense collective de ce genre. Lorsqu'on attaque un pays, tous les autres se sentent concernés. En outre, toute atteinte à la souveraineté et à l'intégrité du territoire d'une ou plusieurs parties contractantes sera considérée comme une agression contre les autres pays et engagera un devoir d'assistance et de secours de toutes les parties, de manière individuelle et collective, y compris l'emploi de la force armée, pour rétablir et assurer la sécurité au sein de l'espace ouvert à l'Afrique. Mesdames et messieurs, je venais de parler de notre force que nous ne devons pas estimer. Près de 80 millions de citoyens, près de 2 800 000 km². C'est une force que nous devons mettre en valeur. Tout ce que nos populations demandent, c'est que ces richesses, ces forces soient mises au service du peuple et que notre peuple puisse s'épanouir pour toujours comme tous les autres. Conscient des enjeux stratégiques inhérents à leur réalité et caractéristiques socio-économiques communes
et en partie liés à leur enclavement, les pays de l'Alliance envisagent une synergie d'action pour une meilleure transformation de leur économie. Au regard des positions de la Charte des alliances relative à la mise en place d'organes nécessaires à son fonctionnement et couvrant des domaines tels que l'économie, la culture, la politique et les affaires sociales, nos trois pays ont décidé d'accélérer la cadence du processus d'intégration économique et financière au sein de l'Alliance à travers la présente rencontre ministérielle qui a pour objectif d'échanger et de créer une synergie d'action entre les pays membres de l'Alliance en vue de déterminer et de mettre en œuvre des actions économiques, financières prioritaires et structurantes au profit des populations de l'AES. Mesdames et messieurs, vous avez vu hier, jeudi, avant-hier, disons le jeudi 23, nous avons vu une sorte de chassé-croisé à Bamako. Le président de la transition du Niger reçu par son homologue, avec des discussions riches et intenses. Le Premier ministre du Burkina Faso en séjour au Mali, la tenue du Conseil de la réunion des ministres conjointes, où nous avons parlé des grandes questions. À cette occasion, le chef de l'État du Niger a fait une déclaration, me semble-t-il, que l'histoire doit retenir. C'est une formule lapidaire, mais qui en dit tout. Il dit que l'objectif, c'est faire de nos pays une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Ça, c'est donc une citation du général Abdraman Tchani, président de la transition du Niger, qui en dit long sur notre objectif profond. Faire du Sahel, de nos pays, une zone de prospérité et non une zone d'insécurité. Les résultats de vos assises donc seront déterminants dans l'approfondissement du processus d'intégration économique au sein de l'Alliance. J'ai pu vous assurer que sous le leadership de son Excellence, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, en tant que dépositaire, la République du Mali, donc en tant que dépositaire, est engagée résolument à créer toutes les conditions pour l'opéralisation de ces organes et mécanismes, ainsi que les modalités de son fonctionnement. Je ne saurais terminer mon propos, mesdames et messieurs, sans féliciter de façon particulière le ministre de l'Économie et des Finances et ses collaborateurs pour avoir initié cette rencontre inédite qui met à l'honneur l'engagement du Mali à l'atteinte des objectifs. Mesdames et messieurs, vous savez que la constitution du Mali, depuis l'indépendance, quels que soient les régimes politiques, inscrit en lettres d'or que nous sommes prêts à abandonner tout ou partie de notre souveraineté au nom de l'unité africaine. Monsieur le ministre, cette citation est reproduite dans la nouvelle constitution dont le président a signé l'acte de naissance, pour ainsi dire, pour que les citoyens ordinaires comprennent. Le président a promulgué le 22 juillet 2020. Vous êtes en train de donner corps à ce vœu du peuple malien. Parce qu'on a besoin que nos peuples soient convaincus de la justesse de ce que nous faisons. Quand nos armées cognent au front là, il faut que nous aussi, les adversaires, nous les poursuivent partout où ils sont. Parce que, comme le dit notre président, on a atteint le point de non-retour. On ne retournera pas. Celui qui veut travailler avec nous, il faut être un ami du Mali. On ne veut plus être un vassal de quelqu'un. Vous venez, on discute, on vous donne ce que vous voulez. Mais si on a des minerais, qu'est-ce que ça vous coûte de venir discuter avec nous? Vous le faites au Moyen-Orient, pourquoi chez nous, vous ne le faites pas? Vous venez chaque fois, vous nous mettez un sac sur la tête, et puis on est dans l'obscurité même le jour. Ça, c'est fini. Au Niger, la tonne de l'uranium, ça fait près de
130 000 et quelques, on donne seulement 30 000 au Niger et chaque fois qu'un président dit il faut ajouter un peu aux 30 000 là, on profite soit de la sécheresse, soit de la politique qu'on le renverse. Et celui qui vient là, on dit il ne faut pas parler d'augmenter le prix de l'annonce, sinon on va te faire partir. Mais ça suffit. On n'en veut plus. Merci bien. Ces déclarations, chargées de sens et d'implication, nous poussent à réfléchir sur les dynamiques complexes qui façonnent la politique et les relations internationales du Mali. On peut voir que le Mali est bien déterminé à poursuivre sa politique pour faire régner sa souveraineté. Alors selon toi, quelle est ton opinion sur ces affirmations de Maïga? Comment voyez-vous l'impact de ces mots sur le Mali? N'hésitez pas à partager vos pensées, réactions et idées dans la section commentaires ci-dessous. Votre point de vue enrichit la discussion et nous permet d'avoir une vision plus complète de cette situation cruciale. Merci infiniment de nous avoir rejoints aujourd'hui pour décortiquer ensemble cet événement important. Si vous avez apprécié nos contenus, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et de partager cette vidéo pour élargir le débat. Restez connectés pour plus d'analyses approfondies et de discussions passionnantes sur des sujets d'actualité. C'était Deuxième Synergie Actu, et je vous dis à très bientôt.